Donc, on va entamer la dernière session de l'après-midi, hein. Et on va commencer donc par un cher collègue Michel Chalot, qui est professeur à l'Université de Franche-Comté et Université Bourgogne-Franche-Comté forcément, et qui va nous parler des associations plantes micro-organismes en contexte de phytomanagement. Merci Patrick, merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je vais vous parler donc de phytomanagement et en commençant par une brève introduction, je vais aller assez vite parce que on a vu beaucoup de choses depuis ce matin. Euh, donc la pollution, une menace, c'est évident, puisque le sol c'est une ressource, comme vous le savez toutes et tous, une non renouvelable dont il faut préserver et garantir donc la sécurité alimentaire. Alors le sol a en effet un certain nombre de fonctions qu'on a déjà vues depuis ce matin, celle de produire, oups, produire du bois, produire des aliments, celle de filtrer les particules, les PM10 par exemple, les particules issues de l'atmosphère, héberger, on l'a vu aussi avec la conf de Marc-André, sur héberger des micro-organismes, participer au cycle des éléments, le carbone, l'azote, etc. Ça c'est évident, et puis témoigner aussi de notre passé. Donc tout ça, ce sont des activités que l'on aborde, des questions que l'on aborde au laboratoire Chrono-Environnement. En 2018, c'était l'année des sols, et à ce propos, donc l'ONU avait dressé un bilan assez catastrophique, si on peut dire, puisqu'on considère qu'environ un tiers des sols dans le monde sont dégradés. Alors dégradés, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, on a entendu parler d'érosion ce matin. Euh, il y a la salinisation aussi dans certaines régions du monde. En Californie, par exemple, l'irrigation à outrance provoque de la salinisation. L'artificialisation, hein, la bétonisation, et notamment en milieu urbain, est un gros problème. Et puis la pollution dont il va être question. Alors la pollution, c'est effectivement une menace. Un sol pollué, c'est un sol donc qui contient des concentrations, on va dire anormales, d'un certain nombre de composés qui peuvent être toxiques pour les animaux, les plantes et bien entendu pour l'homme. Alors qu'est-ce qu'on trouve comme polluants dans les sols? Principalement des métaux, plus de 30%. Des sols les sols pollués sont pollués par des métaux. On trouve aussi beaucoup de molécules organiques, les hydrocarbures, les fameux PCB également. Et puis les pesticides, bien sûr, qui sont aussi considérés comme des contaminants. Alors moi, je vais surtout vous parler de la pollution des sols par les métaux, en vous rappelant donc qu'il existe des métaux essentiels. Essentiels pourquoi? Bien pour la vie, pour l'activité cellulaire, hein, on a besoin de fer dans le sang, par exemple. Certaines enzymes fonctionnent avec du nickel, du cuivre ou du zinc. Et puis à côté de ces métaux essentiels, il y a un groupe de métaux non essentiels, le cadmium, le plomb, le mercure. Vous avez déjà entendu parler des problèmes de plombémie. Vous connaissez sans doute la convention de Minamata qui régule justement les problèmes de mercure. Eh bien, tous ces métaux sont potentiellement des polluants, y compris les métaux essentiels. Et c'est essentiellement de leur concentration dans le sol que va dépendre le risque associé à la présence de ces métaux. Alors, pour gérer ces pollutions, il y a des alliés, les champignons en particulier, dont Marc-André a déjà beaucoup parlé. Mais il faut savoir que les champignons sont de véritables éponges à métaux. Euh, donc on recommande souvent d'éviter de cueillir des champignons, par exemple, sur les friches industrielles dont on sait qu'elles sont polluées, au bord des voies ferrées, par exemple, c'est plutôt déconseillé. Moi, je me souviens quand j'avais un projet sur une friche industrielle, il y avait des beaux pins avec des beaux cèpes sous les pins, et puis on voyait, à chaque fois qu'on arrivait assez tôt le matin, on voyait des gens du coin qui venaient récolter des kilos de champignons, et on a fini par passer un article dans un journal local pour vraiment faire transmettre l'information. Ne cueillez pas des champignons sur des sols pollués. Euh, Ça, c'est une photo qu'on a déjà vue tout à l'heure dans la conf enfin, une photo un peu similaire. Les champignons ont la capacité à séquestrer effectivement ces métaux. Comment ils font? Eh bien, ils produisent des oxalates, des molécules, à l'extérieur des cellules, et ces molécules vont fixer, on voit ici des oxalates d'uranium qui sont fixés, ça ce sont des ifs de champignons. Donc ces molécules sont fixées par les ifs.
par ces acides organiques. Et donc, ce qui fait que ces champignons donc, sont de véritables éponges à métaux. On a même isolé un champignon du nom de Fusarium qui est capable d'aller minéraliser la roche qui contient des particules d'or pour ensuite fixer ces particules d'or sur des molécules qui sont sécrétées par les hyphes du champignon. Alors ça, c'est de l'expérimentation de laboratoire, mais vous voyez un peu les applications derrière tout ça. Alors, on ne va pas parler des mycorhizes, on en a déjà beaucoup parlé ce matin, enfin tout à l'heure, dans la conf de Marc-André. Pour la petite histoire, on a fait notre thèse à peu près à la même période, dans le même laboratoire, à l'université de Lorraine. Donc on se connaît très bien. Effectivement, donc, les mycorhizes sont des champignons qui sont extraordinairement essentiels pour la vie des plantes. Je vais vous emmener un peu plus loin que la Corse, parce que la Corse, comme on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose. On va aller sur le territoire de Nouvelle-Calédonie. Alors, pourquoi je vous emmène là-bas? Parce que là-bas, il y a un sous-sol, un sol qui est très riche naturellement en nickel. On va dire qu'il est naturellement contaminé par le nickel. Le nickel, vous le savez, on en fait des alliages qu'on va retrouver dans les batteries, dans les piles. Donc naturellement, on a des concentrations en nickel qui sont relativement élevées, beaucoup plus élevées que le fond pédogéochimique. Alors ça a laissé des traces, l'extraction du nickel sur la Nouvelle-Calédonie. Malgré ces concentrations élevées en nickel dans les sols, eh bien, on a une flore. La flore de Nouvelle-Calédonie est une des flores les plus diverses et variées, avec un taux d'endémisme extrêmement élevé. Alors comment les plantes sont adaptées? Eh bien, une des premières façons pour les plantes de s'adapter, c'est en quelque sorte de mettre les métaux, de les absorber, puis de les mettre dans une espèce de poubelle, un exutoire. Ben là, vous voyez un arbre qui, on le voit ici, stocke le nickel dans la sève. On a jusqu'à 20% de nickel dans la sève de cet arbre qu'on appelle donc le Pycnandra acuminata, donc qui fait partie de cette flore diverse et variée de Nouvelle-Calédonie. Et puis il y a d'autres plantes qui ont trouvé un autre mode d'adaptation qui est celle de s'acoquiner avec des champignons, les fameux champignons mycorhiziens qu'a évoqué Marc-André Sellos. Ici, on voit ici alors ça ne ressemble pas tout à fait à ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça, c'est un champignon, ce n'est pas un escargot. J'ai l'impression que c'est un escargot. C'est un champignon, un carpophore d'un champignon qu'on appelle le pisolite et qui est inféodé donc aux plantes du maquis de Nouvelle-Calédonie. Bon, je ne vous dis pas le nom. Alors, on voit ici effectivement ces nombreuses racines courtes jaunes qui sont donc les structures symbiotiques entre la plante et le champignon. Vous avez compris que ce mycélium, il est capable de capter les métaux. Donc pour la plante, c'est tout bénef parce que le champignon, il va permettre à la plante d'être moins exposée finalement aux métaux. Le mycélium va capter les métaux et c'est donc la plante qui sera protégée par rapport à la toxicité de ces métaux. Et donc cette équipe a montré qu'effectivement, une parcelle forestière qui était largement plus mycorhizée qu'une autre parcelle non mycorhizée, eh bien, il y avait un transfert moindre de métaux dans les parties aériennes. On fait ce qu'on appelle de la phytostabilisation. Donc les métaux sont là, ils restent là, mais ils sont fixés, ils sont piégés dans le sol par ces cellules fongiques. Et donc ça protège largement la plante. Alors nous, c'est ce qu'on fait aussi dans nos dispositifs. On a beaucoup de dispositifs, je reviendrai tout à l'heure dessus. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a des champignons qui poussent? On va les ramasser, on extrait donc, on essaie de les isoler, comme ce Paxillus ici, et on les fait pousser donc, sur des boîtes de pétri, donc des tests relativement simples de laboratoire. Et puis on regarde donc leur niveau de tolérance, et on voit ici par exemple une souche qui est beaucoup plus sensible, qui ne pousse pas sur le cadmium, ici une souche qui est beaucoup plus tolérante. Et donc on travaille sur les mécanismes biologiques, biochimiques, qui permettent d'expliquer pourquoi ces champignons est plus tolérant que celui-là par exemple. Alors Marco, il vous a beaucoup parlé des champignons mycorhiziens. Il ne vous a pas parlé des endophytes, qu'on appelle un groupe d'endophytes particuliers, qu'on appelle les endophytes mélanisés, septémélanisés, qui produisent des microsclérotes très particulières, qui ne sont pas des mycorhiziens, mais qui vivent dans les racines, dans les feuilles des arbres, des plantes,
qui sont très ubiquistes, on les trouve partout, hein, chez toutes les plantes. Et surtout, ils ont tendance à remplacer les champignons mycorhiziens sur les sols pollués. Donc on trouve beaucoup, quand on fait des inventaires de champignons, on trouve beaucoup de champignons DSE dans les sols pollués. Qu'est-ce qu'ils font là? On n'en sait pas encore, on ne sait pas tout sur ces champignons. On sait que certains sont plutôt des parasites, d'autres des champignons symbiotiques, également comme les mycorhiziens. Mais il y a encore beaucoup de choses à fouiller sur ces champignons. Alors on a identifié un certain nombre de ces genres. Hein. Ça, c'est des photos de champignons isolés de nos sites pollués. Bon, peu importe les noms. Donc l'idée, c'est quoi? Bien, c'est de les isoler, ces champignons, de faire des tests pour mesurer leur niveau de tolérance aux métaux. Et puis ensuite de les réinoculer. Donc on produit le mycélium et puis on rapporte le mycélium. Alors sur des tests très simples, hein, je vous l'accorde, mais voilà, c'est ce qu'on fait en laboratoire. Et puis on regarde quel est le niveau de croissance. Est-ce qu'il est amélioré en présence de ces champignons? On voit ici qu'on a 2 champignons qui améliorent nettement la croissance du bouleau sur des sols pollués. Alors maintenant, j'en viens au phytomanagement. Alors le phytomanagement, c'est la gestion des sites et sols pollués par les végétaux, y compris les micro-organismes qui sont inféodés aux racines. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on fait du phytomanagement? Eh bien, on a une filière qui est en place, qui permet donc de produire des plantes sur des sols pollués, d'utiliser ces plantes, ça peut être des arbres, ça peut être des plantes à vocation industrielle. Hop, ça passe tout seul. Et ensuite d'en extraire des molécules, des biomatériaux, etc. On a fait beaucoup d'essais, nous, sur la valorisation de peupliers issus de phytomanagement pour l'énergie, simplement. Quand on brûle du bois de phytoremédiation, où est-ce qu'on retrouve les métaux? Ben ça, on a fait plusieurs expérimentations qui décrivent donc le flux de métaux dans ce dispositif. Alors, je vais vous parler d'un projet qui a été mis en place il y a quelques années déjà, mais qu'on continue à suivre. Un projet qui a consisté donc à planter du peuplier sur des sols pollués. Donc des plantations de 1 hectare chacune. Donc sur un sol agricole pollué, je vais revenir dessus. Et sur des friches industrielles, je reviendrai également dessus rapidement. Alors la plantation du peuplier, c'est quelque chose qu'on maîtrise relativement bien en France, qui se fait à partir de plançons, comme on le voit ici, des tiges de 2-3 mètres, qu'on implante dans le sol avec simplement en faisant un trou préalablement avec la tarière. Donc c'est un projet franco-canadien qui est financé donc par l'Agence nationale de la recherche. Et donc ce projet avait pour objectif d'évaluer la productivité du peuplier en présence donc de champignons mycorhiziens, donc sur des sols pollués. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait notre plantation et le jour J, on a apporté donc ce qu'on appelle un inoculum, c'est-à-dire un mélange de spores, de morceaux de racines mycorhizées, donc qui sont produites commercialement. Parce qu'à l'époque, ça n'existait pas encore. Enfin, on n'avait pas vraiment de méthode pour produire au laboratoire, donc on s'est fié à des inoculums vendus donc par des sociétés. Ça existe. Et donc, le premier terrain expérimental sur lequel on a travaillé, c'est au nord-ouest de Paris, près de Pontoise, pour ceux qui connaissent un peu la région parisienne. Alors, il y a une zone qu'on appelle la plaine de Pierrelet. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent. Alors, cette plaine de Pierrelet, elle est située donc au nord-ouest de Paris. C'est un sol très sableux à l'origine. Et donc, on se place au début du XXe siècle, où on avait donc plusieurs milliers d'hectares de terre, enfin de sol peu fertile. Et d'un autre côté, on avait Paris et ses effluents. Eh bien, les aménageurs de l'époque ont eu l'idée d'enrichir, de fertiliser cette plaine avec les eaux usagées de la ville de Paris. Et ça a duré un siècle. Et on a produit des légumes, des salades, des carottes, etc. pendant un siècle. Jusqu'à une étude de l'INRA, qui a débuté donc fin des années 90, et qui a montré qu'il y avait effectivement des problèmes de pollution, non seulement de pollution, mais aussi de transfert de polluants dans les légumes qui étaient produits sur la plaine. On a mis à la porte les 350 maraîchers qui étaient présents sur la plaine, moyennant évidemment compensation. Et depuis, c'est une plaine qui cherche un peu son devenir, qui est en quête de devenir. Donc vous voyez que, alors on n'est pas dans des concentrations extrêmement élevées, mais malgré tout, ça suffit pour
rendre les légumes toxiques. Et donc, y compris dans les jardins des particuliers, on retrouve donc potentiellement des polluants. Alors la chance qu'on a sur cette plaine, c'est que cette pollution, elle est vraiment localisée dans les 30-50 premiers centimètres. Vous voyez ici cet horizon très noir qui est dû à la présence de la matière organique qui provenait de la ville de Paris. Et puis l'horizon sous-jacent ici qui est plutôt sableux et qui est quasiment pas pollué. Donc ça, c'est plutôt une chance. Donc 2011, ce projet qu'on a mis en place, donc plantation de peupliers. Vous voyez, donc ça pousse bien, c'est une espèce qui pousse bien, qui se développe vite, qui demande peu d'entretien. Et donc, au bout d'une demi-douzaine d'années, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien que la présence du champignon a augmenté donc le rendement de près de 30%. Et donc ça, c'était un résultat assez considérable et qui se poursuit. On a refait des mesures récemment et on montre que cet effet est toujours visible. Et c'est d'autant plus intéressant que non seulement ça augmente la productivité, mais ça diminue aussi la fraction qu'on appelle biodisponible, qui est la fraction justement qui pose problème, parce que c'est celle qui va s'amplifier dans la chaîne alimentaire, comme on le voit ici. Et je terminerai sur un autre dispositif donc, qui fait partie de ce projet Biofiltri, un site industriel donc, en région Bourgogne-Franche-Comté, le site de Tavaux, sur lequel donc, on a observé, après la plantation de peupliers, la pousse d'orties. Vous voyez qu'on a un beau champ d'orties sous les peupliers. C'est ce qu'on appelle de l'agroforesterie. Et donc on a proposé c'est un travail de thèse de Loïc Young. Et donc on a proposé des projets. On a un projet ADEME, on a un projet européen qui porte donc sur la valorisation de la fibre d'ortie et de la fibre du peuplier sur ce type de dispositif. Alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'entomologistes, enfin de gens intéressés par les insectes. Donc j'ai juste fait un petit point sur ce qu'on avait fait en termes dans ce domaine-là au laboratoire, parce qu'on a la chance d'avoir une spécialiste, une entomologiste dans le laboratoire. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a fait des prélèvements d'insectes sur l'ortie, sur le peuplier. Et le résultat marquant, eh bien, c'est que on a trouvé effectivement qu'il y avait une espèce de bioamplification, parce qu'on a un site qui est contaminé par le mercure, et on a une accumulation de mercure. On trouvait chez certains insectes autant de mercure que dans le sol. Donc ça, c'était une chose assez originale, hein. On a publié ça récemment. Donc la présence des insectes est avérée. On a une diversité d'insectes extrêmement élevée grâce à l'ortie. On sait que l'ortie apporte une diversité d'insectes intéressante, mais que certains de ces insectes posent problème en termes de contamination. On a fait aussi des choses en termes de champignons mycorhiziens. Donc on a fait toute l'étude de diversité microbienne, etc. Comparer l'ortie et le peuplier. Et puis, parce que j'entends déjà vos commentaires sur oui, le peuplier, c'est une monoculture. Hein. Eh bien, on a aussi des plantations. On a fait 4 plantations en France où on travaille sur la diversité, puisqu'on a planté plus de 40 espèces d'arbres sur 4 dispositifs, 4 sols pollués. Et on voit ici qu'il vaut mieux avoir un terrain couvert avec, comme vous le voyez ici, une végétation arborée et herbacée, parce qu'à chaque fois on couvre, quand on fait un couvert en phytoménagement, c'est du 100%. Donc on met des arbres, mais aussi on met aussi un couvert herbacé. Il vaut mieux avoir ça que le sol nu qui a tendance à se disperser par voie atmosphérique. Voilà, on a des arbres qui poussent relativement bien. Alors toutes les 38 espèces n'ont pas autant bien poussé les unes que les autres, mais en tout cas on a un catalogue d'espèces pour chacun des sites qui permet d'élargir, on va dire, le potentiel. Voilà, donc beaucoup de gens ont travaillé sur tous ces projets. Je travaille beaucoup avec les partenaires industriels qui mettent à disposition les sites. Je travaille beaucoup avec les instituts de recherche. Bien sûr, on a besoin de financer cette recherche. Donc l'ADEME, on travaille beaucoup avec l'ADEME, avec l'ANR et bien sûr la région Bourgogne-Franche-Comté et le pays de Montbéliard. J'aime bien cette photo. Là, on a une peuplerie avec des poules. On parlait de ça à midi tout à l'heure. Je suis aussi éleveur de poules. J'en ai 4. Elles ont à peu près 1000 m² chacune. Donc je ne fais pas de l'élevage intensif, mais voilà. Je vous remercie. Question? Ah oui, ensuite, excuse-moi. Non, c'est bon, non, tu as raison.
Ouais, tu as raison, on va faire les questions ensuite. Ouais. Tu préfères quoi? Bon, allez, on les prend. C'est bon, on a le temps, c'est pas un souci. Allez, on y va. Donc, allez. J'avais une question pour les champignons. Vous dites qu'ils fixent les métaux, des sortes de petites racines. Mais du coup, comment ça se fait ils rentrent quand même dans le champignon quand on les mange? Ou bien ça reste juste au niveau du sol, au niveau des racines du champignon? Bah, c'est-à-dire que ce qu'on mange, nous, c'est la partie carpophore, d'accord? Et le carpophore, c'est aussi du mycélium, c'est des agrégats d'ifs. Donc les ifs, qu'elles soient dans le sol ou dans cette partie carpophore, dans cette fructification, elles accumulent la même chose. Donc quand on mange du champignon, on mange du mycélium qui a fixé ces métaux. Ok. Autre question? Je peux vous dire que dans les pays de l'Est, il y a des dizaines, des centaines d'études sur justement l'accumulation des métaux par les champignons. Et je peux vous dire que voilà, Non, faut éviter de manger des champignons qui viennent des pays de l'Est cultivés. Non, c'était là-bas la prochaine. Après. Bon, ok. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour, ben merci. Et finalement, on ne pourrait pas se servir de ces champignons pour finalement récolter plus facilement certains métaux? Alors, c'est des qu'ils choses viennent qu'on chercher fait dans le avec sol. les plantes. On fait ce qu'on appelle le phytominerai, c'est-à-dire qu'on va produire des plantes qui accumulent. J'en ai pas parlé aujourd'hui, ce n'était pas l'objectif, mais on produit des plantes qui accumulent. Donc, on va récupérer par phytominerai ou écocatalyse, on va récupérer les métaux. Donc, ça, c'est des filières qui se mettent en place. Il y a déjà des bureaux d'études qui travaillent là-dessus. Pour les champignons, c'est plus problématique. Ça se fait avec du mycélium qu'on va cultiver pour filtrer, par exemple, les effluents industriels. Ça, c'est des choses qu'on fait, qui existent, qui sont proposées par des bureaux d'études. Maintenant, cultiver des champignons pour dépolluer des sols, c'est tellement aléatoire, la pousse des champignons, que c'est pas forcément très pertinent. Oui, j'avais deux petites questions. Une question, donc les métaux sont sous quelle forme dans le végétal ou dans le champignon? Sous forme ionique ou autre, ou complexe? Et la deuxième question, mais vous avez un peu répondu, que faites-vous du bois ou des organismes vivants qui ont concentré ces métaux? Alors, sur la deuxième question, donc effectivement, j'ai déjà répondu. Et on s'attache vraiment à qualifier la biomasse qu'on produit sur nos friches. L'ortie, par exemple, j'ai parlé de l'ortie. L'ortie n'accumule absolument pas les métaux. Donc l'ortie peut entrer dans une filière dédiée. La fibre, on travaille beaucoup avec l'industrie automobile. Donc la fibre d'ortie peut être utilisée au même titre que le chanvre ou le lin. Pour les champignons, c'est un peu plus compliqué parce qu'encore une fois, il n'y a pas de filière dédiée. Votre première question, c'était? Sous quelle forme se Ah oui, sous trouvent quelle les forme? métaux? Dans le sol, l'essentiel des métaux est sous forme piégée, chélatée aux acides humiques. On estime que 1% sont sous forme libre dans le sol. C'est cette fraction, malgré tout, qui est dangereuse. C'est la fraction qui va intoxifier la chaîne alimentaire. Donc, quand on veut faire de la dépollution, il faut agir à la fois sur cette fraction-là, mais il faut agir aussi sur ce pool qui est chélaté en acidifiant, par exemple. Si on acidifie un petit peu, on libère les métaux qui sont fixés et on augmente l'absorption par les plantes. Voilà. Mais c'est souvent, l'essentiel est sous forme chélatée, sous forme de complexée avec les acides humiques. Ok. Une dernière question? Une question de la visio, donc je pense que c'est par rapport à la dernière photo que vous avez présentée, qui demande si les poules mangent le couvert herbacé. C'est pas une photo d'un site pollué là, hein. Je précise les choses. Voilà. Juste un dernier commentaire, si je peux me permettre. On travaille aussi beaucoup en région Bourgogne-Franche-Comté sur la restauration des friches industrielles. Et donc, on a un gros projet d'implantation d'un living lab. J'en fais un petit peu la pub. Donc, sur une friche qui est très, très contaminée. Moi, j'ai jamais travaillé sur des concentrations aussi fortes en plomb et en zinc. C'est un site qui est clôturé et dont on va faire ce qu'on appelle un living lab. Donc, c'est un dispositif à vocation à la fois pédagogique et de recherche qu'on va ouvrir en 2023. Et à l'occasion, on aura peut-être l'occasion de vous faire venir pour l'inauguration. Donc un site pédagogique, un living lab.
pour aussi sensibiliser les plus jeunes à ces problèmes de pollution et d'histoire de pollution. Pourquoi est-ce qu'on a des polluants ici? On est sur un territoire très industrialisé et effectivement, donc l'industrialisation a laissé des traces en termes de pollution qu'on essaie de résoudre maintenant, mais on veut aussi, au travers de ce Living Lab, sensibiliser donc les plus jeunes. J'aurais une question, dernière. Dans les essais que tu fais de diversification des arbres que tu mets en phytoremédiation, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'espèces exotiques. Qu'est-ce qui préside au choix de ces espèces-là? Alors, la sélection, c'est toujours très compliqué. On a les besoins, il faut que ce soit compatible effectivement avec le climat, avec le terrain. On a aussi les exigences de l'industriel, parce que dans la plupart des cas, ce sont des sites industriels qui ne veulent pas, par exemple, du boulot, pour des questions de dispersion de pollen, etc. Ils n'ont pas envie d'avoir des problèmes de ce genre-là. Et puis, on a surtout un gros problème en termes de phytomanagement qui est celle de la disponibilité des ressources. Donc là, on a travaillé avec un pépiniériste et qui produit donc ces arbres. Et on sait qu'effectivement, si on nous le demande, on pourra fournir ces espèces si besoin. Ce qui veut dire que les pépiniéristes ne peuvent pas te fournir d'espèces autochtones. Alors, espèces autochtones, le site pour lequel je vous ai montré une belle photo là, avec, de revégétalisation, qu'est-ce qui pousse sur ce site? C'est du bouleau, du robinier, du buddleia. Voilà. On va éviter de replanter ça. Bon, écoutez, merci en tout cas pour toutes ces réponses. Alors, la présentation suivante est celle de Corentin Nicot, qui nous vient aussi de Chron Environnement, qui vient de passer sa thèse brillamment. Et je crois que ça fait partie des sujets qui ont été abordés pendant la thèse. Eh bien, merci Patrick, bonjour à tous. J'ai souhaité profiter de cette 17e édition des rencontres Bourgogne-Franche-Comté Nature pour vous présenter une petite étude que nous avons menée en 2018 au laboratoire Chron Environnement, qui est une étude préliminaire qui s'intéresse à obtenir plus d'informations sur l'impact des perturbations par le campagnol terrestre sur la diversité végétale des prairies semi-naturelles dans le massif du Jura. Vous n'êtes probablement pas sans savoir que le massif du Jura est une vaste région pastorale dédiée à l'élevage laitier, notamment pour la production de fromages d'appellation d'origine protégée, comme le comté, le morombier, le mont d'or, etc. Sur ce territoire, les prairies semi-naturelles occupent 22% de la surface, sont un réservoir de biodiversité très important, qui permet l'expression d'un terroir particulier à des productions d'appellation d'origine protégée. Cependant, ceci n'a pas toujours été le cas. Vous avez ici 3 graphiques, donc respectivement pour le premier plateau du massif du Jura, le second plateau et la Haute-Chaîne, donc la partie culminante du massif, où vous observez ici le pourcentage de prairies permanentes sur la surface totale des différentes exploitations. Et ce qu'on observe, c'est qu'en 1956, ici, on est sur un pourcentage de prairies permanentes qui est à peu près égal à 35-40% de la surface totale des exploitations, que ce soit pour le premier, le second plateau ou la Haute-Chaîne. Et très rapidement, à partir des années 70, ce pourcentage va augmenter très fortement pour atteindre quasiment 100% au niveau du second plateau et de la Haute-Chaîne du massif du Jura. On a donc une part importante de la surface des exploitations qui est convertie en prairies permanentes pour l'élevage laitier. Et cette spécialisation de l'agriculture dans le massif du Jura, elle n'est pas anodine, parce qu'on considère que c'est une cause majeure de l'augmentation des variations de densité du campagnol terrestre. Le campagnol terrestre, c'est un petit micromammifère prairial, ici, qui se développe dans les habitats prairiaux, et donc, lorsqu'on augmente la surface de son habitat, on modifie la dynamique de population de cette espèce. De nos jours, le campagnol terrestre suit des cycles de pullulation en 6, 7 ou 8 ans, qui sont représentés ici par ce petit schéma. On commence par une phase de population stable, on a à peu près 50 à 100 individus par hectare de prairie, puis très rapidement se met en place une phase de croissance qui peut durer à peu près une année pour atteindre un pic de pullulation où on peut arriver jusqu'à des densités de 1000 campagnols par hectare, très important. S'ensuit ensuite une phase de déclin et on recommence un nouveau cycle. Vous imaginez bien que 1000 campagnols par hectare de prairie occasionnent quelques dégâts. On peut avoir des prairies qui sont totalement labourées par les campagnols et qui posent donc des problèmes pour les agriculteurs.
Lors d'un épisode de pullulation, on observe une diminution très importante de la production fourragère et des questions que l'on se pose, que l'on connaît un petit peu moins. Quel est l'impact de ces perturbations? Quelles sont les modifications de la diversité végétale, de la composition végétale de ces prairies? Donc il y a certaines informations relatives à ces questions-là dans la littérature scientifique pour d'autres micromammifères. Premièrement, si on s'intéresse aux campagnols des prairies, donc une étude qui a été menée en 2007 aux États-Unis, les perturbations par ce micromammifère permettent d'augmenter la richesse spécifique dans les prairies, donc le nombre d'espèces, par une augmentation de l'abondance d'espèces rudérales. Les espèces rudérales sont des espèces qui sont tolérantes aux perturbations et qui ont besoin des perturbations pour s'établir dans un milieu donné. Donc des choses qui sont somme toute assez instinctives. Toujours aux États-Unis, cette fois-ci sur le gaufre de Botta en 2007, les perturbations par ce micromammifère entraînent une diminution du recouvrement des espèces compétitives et une augmentation de l'abondance d'espèces subordonnées. Les espèces subordonnées sont des espèces qui sont généralement très peu abondantes dans les prairies et qui profitent donc de la diminution du recouvrement des espèces compétitives. En Sibérie, une étude sur la marmotte en 2019 a mis en avant que ces perturbations permettent l'augmentation de la richesse spécifique à une échelle plus large par la création d'une mosaïque de micro-habitats entre zones perturbées et zones peu perturbées. Et pour finir, en 2010, une étude sur la taupe a permis de mettre en avant que l'abondance d'espèces peu adaptées pour la compétition pour la lumière était permise après ces perturbations. Tout simplement parce que la couverture végétale est perturbée, est détruite. Cela nous amène maintenant à notre campagnol terrestre. Qu'en est-il? Quelles sont les informations que l'on a à disposition? Eh bien, très peu. On ne connaît pas l'impact des perturbations par ce micromammifère sur les prairies, notamment dans le massif du Jura, alors que c'est une problématique très importante et prise au sérieux par les agriculteurs. Deuxièmement, on a également très peu d'informations sur l'impact de ces perturbations sur différentes facettes de la diversité végétale, que sont la diversité fonctionnelle et phylogénétique. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Afin d'apporter des éléments de réponse à ces questions-là, on a sélectionné un site d'étude, qui est une prairie de fauche localisée sur la commune de La Planée, ici dans le département du Doubs. Cette prairie est rattachée à l'association végétale de l'Alchemiobrométum. Donc pour faire simple, c'est une prairie fauchée montagnarde qui est eutrophile, donc une prairie qui est productive. Vous avez ici une vue aérienne de la prairie qui fait à peu près entre 4 et 5 hectares. Et sur cette prairie, on a disposé 312 unités de 100 mètres carrés, donc un maillage assez précis. Et dans chacune de ces unités, on a comptabilisé le nombre de tumuli de campagnols terrestres. Les tumuli, ce sont ces petites mottes de terre que font les campagnols quand ils creusent leur galerie. On a considéré, de manière assez arbitraire, que en dessous de 20 tumuli, on était dans une zone qui était faiblement perturbée, et à plus de 40 tumuli, ici en rouge, dans une zone fortement perturbée. On a ensuite disposé différents relevés de végétation pour obtenir l'information sur quelles espèces étaient présentes et quelle était leur abondance et leur recouvrement. On a disposé des relevés de végétation ici, donc en triangle, dans les zones fortement perturbées, et des relevés de végétation dans les zones faiblement perturbées. L'objectif était d'apparier un relevé dans une zone faiblement perturbée avec un relevé dans une zone fortement perturbée, en sélectionnant les situations les plus contrastées possibles afin de pouvoir les comparer. À partir de ces relevés de végétation, on peut calculer plusieurs variables de diversité. Donc premièrement, ce qui est très communément utilisé, c'est la diversité taxonomique, c'est-à-dire combien il y a d'espèces dans notre communauté végétale, quelle est la diversité de ces espèces, quel est le nombre d'espèces dominantes, etc. Deuxièmement, une facette qui est de plus en plus utilisée, ce qui est la diversité phylogénétique, qui s'intéresse, elle, au degré de parenté entre les espèces. Est-ce que dans notre communauté végétale, on a une diversité phylogénétique qui est importante? Est-ce qu'on a des espèces qui sont éloignées du point de vue de la classification phylogénétique, ou est-ce qu'on a des espèces qui sont plutôt proches? Et pour terminer, la facette fonctionnelle de la diversité, qui elle s'intéresse à des traits fonctionnels. Est-ce qu'on a une diversité de traits importante dans notre communauté végétale, ou au contraire, est-ce qu'on a une diversité de traits qui est faible? On s'est également intéressé à différentes stratégies des plantes, les stratégies CSR qui sont très communément utilisées, qui distinguent des espèces à stratégie C pour compétitive, donc qui sont des espèces qui sont aptes à la compétition, qui sont souvent des espèces de grande taille, qui ont des croissances rapides, des capacités d'acquisition des nutriments qui sont très fortes. Des espèces
à stratégie S pour stress tolérante, qui sont des espèces qui vont investir dans la conservation des ressources, donc qui sont capables d'encaisser des épisodes de stress, comme des sécheresses par exemple. Et pour finir, des espèces à stratégie R pour rudérales, qui sont des espèces tolérantes aux perturbations, qui investissent dans leur reproduction et qui sont donc très adaptées aux milieux perturbés. Au niveau des résultats de notre étude, donc vous avez ici à l'écran une ACP, donc une analyse en composantes principales, où vous avez représenté par des petits points rouges tous les relevés de végétation réalisés dans les zones à forte densité de tumuli. Donc ils sont encerclés par ici le cercle rouge, et vous avez par les petits triangles bleus tous les relevés de végétation réalisés dans les zones à faible densité et qui sont donc entourés par ce cercle bleu. Ce qu'on peut voir, premièrement, c'est qu'il y a assez peu de différence entre nos deux types de communautés végétales, dans la mesure où vous voyez que les deux cercles s'individualisent très peu et se chevauchent. Si on essaye d'aller un petit peu plus loin, on voit que dans les zones à forte densité de tumuli, donc ici en rouge, on a des communautés qui sont proches entre elles, le cercle est plus petit, et on a surtout beaucoup de communautés qui sont dominées par des espèces de graminées productives. Vous avez ici du régras, du dactyle ou du paturin. Dans les zones à faible densité de tumuli, on a des communautés qui sont plus dispersées, on a un cercle qui est beaucoup plus grand, et certaines d'entre elles sont dominées par des espèces compétitives de grande taille, le géranium des bois ou l'antrisque des bois. Lorsqu'on réalise une analyse de fidélité pour essayer de voir quelles sont les espèces qui sont associées à quel type de communauté, on voit que dans les zones à forte densité de tumuli, on a 6 espèces que l'on retrouve principalement dans ces communautés-là, qui sont des espèces de petite taille. Vous avez l'Alchemia monticola, le bugle rampant, la Véronique petit chêne, pâquerette, un céreste et l'Achillée millefeuille. Et à contrario, dans les zones à faible densité de tumuli, comme l'avait montré l'ACP, on a 2 espèces principalement qui sont associées dans ces zones-là, le géranium des bois et Antriscus sylvestris, qui sont des espèces compétitives de plus grande taille. Si l'on s'intéresse à nos différentes variables que l'on a analysées, donc vous avez ici un tableau qui présente ces différentes variables, donc la richesse spécifique, qui est le nombre d'espèces dans notre communauté, la diversité de Simpson, qui peut être interprétée comme le nombre d'espèces dominantes, ainsi que la diversité fonctionnelle et phylogénétique, et les différents types de stratégies, donc le recouvrement des espèces qui ont une stratégie compétitive, une stratégie stress tolérante et une stratégie rudérale. Vous avez ici les valeurs de ces différentes variables dans les zones à faible densité de tumuli. Pour la deuxième colonne, les valeurs des variables dans les zones à forte densité de tumuli, et ici la valeur de P, le résultat d'un test statistique. On observe que la richesse spécifique ici est plus élevée dans les zones à forte densité de tumuli. On a en moyenne 26 espèces contre 21 dans les zones à faible densité. Et on a un recouvrement relatif des espèces à stratégie compétitive qui est plus faible. On voit par contre qu'on a des valeurs qui ne sont pas très différentes. On passe de 44% en moyenne à 40%. Un résultat intéressant qui n'est pas significatif est une tendance à la baisse de la diversité phylogénétique dans les zones fortement perturbées. En conclusion, qu'est-ce que l'on peut dire avec cette première étude, qui est une étude observationnelle? Premièrement, dans le cadre de perturbations par le campagnol terrestre, on suppose une augmentation de la richesse spécifique par la réduction de la compétition pour la lumière, qui permet à certaines espèces de germer, et par des opportunités de colonisation qui sont offertes par la perturbation. On observe qu'il n'y a pas de différence de diversité fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence, pas de modification de la diversité d'utilisation des ressources dans la prairie, et une tendance à la baisse de diversité phylogénétique. On a une sélection des espèces qui sont proches, des espèces qui peuvent résister à ces perturbations, et on suppose une recolonisation rapide par certaines graminées, comme cela avait pu être montré par l'ACP. Pour terminer, j'aimerais attirer votre attention sur quelques critiques et faiblesses de cette étude. On est ici sur une étude observationnelle où on ne contrôle pas les paramètres. Premièrement, on n'a pas d'état initial pré-perturbation, donc on ne sait pas quel était l'état de la prairie avant cette pullulation. Deuxièmement, on n'a pas de zone perturbée, ça c'est un problème, c'est-à-dire qu'on compare des zones faiblement perturbées avec des zones fortement perturbées. Il aurait été plus intéressant de comparer des zones non perturbées avec des zones perturbées, mais cela n'a pas été possible. Et troisièmement, la colonisation de certaines zones par les campagnols est probablement, et je dirais même certainement, réalisée sous l'influence de facteurs environnementaux. C'est-à-dire que ici, grâce à une analyse bibliographique, on interprète les résultats comme étant l'impact des perturbations. On peut également prendre les choses dans l'autre sens et dire que ce sont les différences de communautés végétales qui font que le milieu est perturbé ou non. Et donc on n'a pas les moyens avec cette étude observationnelle
de prouver quoi que ce soit, on ne met pas en évidence de lien de causalité. On est juste là pour montrer qu'il se passe quelque chose, et donc maintenant il faut aller un petit peu plus loin dans le processus, mettre en place des protocoles expérimentaux un petit peu plus complets, et notamment des suivis diachroniques conjoints de la végétation et des dynamiques de population de campagnols terrestres sur plusieurs années. L'optimal, ce serait de le faire sur un cycle de pullulation complet. Et également d'étudier plusieurs prairies si cela est possible. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bien. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions à prendre? Oui. Alors bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Et j'avais quelques questions, notamment sur la durée du suivi. Est-ce que vous avez un avant-après, en fait, par rapport à la perturbation? Quelles étaient les communautés de plantes aux zones où ça a été perturbé? Ou peut-être il y a eu une croissance du nombre de... Je ne sais plus comment vous appelez ça, enfin bon bref, de campagnols terrestres, mais les amas, enfin de perturbations, oui, voilà, sur les carrés de 100 mètres carrés. Où est-ce qu'il y a eu une augmentation? Et finalement, après le passage des campagnols, finalement, combien d'espèces vont coloniser? Enfin voilà, quelle est l'évolution avant-après impact? Alors, le problème, c'est que justement, on n'a pas ce recul-là, on a une étude sur une année. Par contre, on se place juste au début du pic de pullulation. Donc on est après la phase de croissance où le milieu a été très fortement perturbé. On regarde ce qui se passe juste après cette période-là. Le problème, c'est qu'on n'a pas de recul et on ne sait pas ce qu'il y avait avant. En tout cas, j'adorerais avoir vos relevés de plantes, ça m'intéresse beaucoup. Et l'étude aussi précédente, ça m'intéresse énormément. Voilà, merci. D'autres questions? Éventuellement, moi j'en aurais une en attendant que d'autres viennent. C'est sur le degré de perturbation. C'est-à-dire que si dans la première diapo que tu nous as montrée, qui montrait un champ qui était, enfin une prairie qui était complètement Il y a dévastée, une photo un petit peu choc et c'est voilà, assez rarement, il n'y avait ce plus qui se d'herbe passe. du tout. Et donc je pense que ce que tu notes fortement perturbé correspondait à quel niveau de perturbation ici? On était sur 40 tumuli plus de 40 tumuli pour 100 mètres carrés. Ce qui reprend un petit peu, on s'était basé sur les données qui étaient sur un de tes articles d'ailleurs, qui a été publié en 95. Oui, mais je suis vieux, je les oublie même. Et en fait, on se base sur la mise en avant le nombre de tumuli est fortement corrélé à l'abondance de campagnols et c'est sur... Non, on est d'accord. Mais ce qui m'intéresserait de savoir, c'est si toute la surface était couverte par des tumuli ou si tu avais 50% de couverture ou 40%. 40% si j'ai bien compris, parce que tu parles en nombre de tumuli. C'est en nombre de tumuli, oui. Voilà. Alors en fait, on n'a pas pris en compte, est-ce que les tumuli étaient localisés à un endroit ou est-ce qu'ils étaient répartis de manière plus homogène La question que je me pose, c'est finalement quand on a une vraie pullulation, c'est-à-dire où il n'y a plus rien, 100% de couvert et pratiquement tout mangé, ce qui démarre derrière ça, après un hiver où il ne reste plus rien au printemps. Est-ce que tu étais dans cette situation-là, une situation plus modérée quand même? Non, on était dans une situation qui était beaucoup plus modérée. Voilà. Parce que ce qui risque de se passer, c'est que tu risques d'être dans une loi de Connell, quoi. C'est-à-dire quelque part, pas de perturbation, c'est faible diversité. Perturbation au maximum, faible diversité. Puis faire perturbation intermédiaire, à ce moment-là, tu vas maximiser. Sachant qu'on remarque de plus en plus que la loi de Connell s'applique pas si bien que ça à beaucoup de systèmes écologiques. Et donc, on part un petit peu de ce principe de perturbation intermédiaire qui se vérifie quand même pas si souvent que ça, pas finalement. Toujours, okay. Bon. Oui. Oui, s'il vous plaît. Oui, est-ce que vous moi, pouvez je amener voulais un juste micro ici, rajouter vers Marie-Charlotte? Oui, je vais juste reprendre. Mais parce que là, moi, ce que j'observe sur les photos, je ne sais pas si la prairie, avec un fort taux de pissenlit, donc une biodiversité finalement très faible, de mon point de vue, indicateur plutôt de compaction et de probablement d'un surpâturage qui va avec. C'est pas de prairie. Enfin, potentiellement, c'est une indication intéressante qui peut peut-être mener à des compactions par les campagnols, je ne sais pas. Mais... Alors, ça, c'est une remarque qui est très intéressante, c'est-à-dire que les prairies les plus fertilisées, les plus productives sont également les prairies qui sont les plus sujettes à pullulation par les campagnols terrestres, notamment parce que le campagnol affectionne particulièrement les légumineuses comme les trèfles et les pissenlits. Donc dans une prairie très fertilisée, avec une forte production végétale, un de mes collègues, mon directeur de thèse, avait pour l'habitude de dire qu'on nourrissait les campagnols. Donc c'est, bon.
oui, on a une diversité végétale qui est plus faible. Le problème, c'est que les prairies à plus forte diversité végétale sont généralement moins productives et donc moins accueillantes pour les campagnols et donc moins propices à l'étude et à une sélection de ce milieu-là. Donc on n'a pas forcément encore beaucoup d'informations là-dessus. Là, tout ce que je vous dis, c'est pas étayé par des données solides, mais il semblerait qu'on ait plus de difficultés à trouver des prairies à forte diversité végétale qui soient fortement envahies par les campagnols terrestres. Je crois que c'est un point intéressant, parce qu'en termes de conduite de prairies et de viser sur la résistance des prairies aux populations, on a une cible. Il vaut mieux pas avoir une prairie très productive, pleine de pissenlits et de légumineuses. Là, on nourrit le campagnol de François. C'est des orientations de recherche qu'il faut développer, oui, je pense. Bon, mais ceci dit, aussi curieusement que ça puisse paraître, depuis des années et des années qu'on étudie les campagnols et les prairies, eh bien, on n'a encore pas eu les moyens de travailler sous cet angle-là, parce qu'il y avait d'autres priorités, et les moyens aussi financiers, parce que quelque part, on ne peut pas tout faire à la fois. Hein. Donc c'est une première étude, un premier abord du problème. Il y a des gens dans le Massif central qui bossent aussi sur ce genre de problème, Adrien Pinot notamment, qui aura des résultats complémentaires. Question ? Alors oui, Marie-Charlotte, excuse-moi. Ouais, alors une question un petit peu technique, mais ton plan d'expérience était apparié avec au même endroit en fait un site avec et un site sans. Et en fait, dans ton analyse de données, tu n'as pas montré l'intérêt, enfin si tu avais pu utiliser ce type de plan de manip. Les tests statistiques utilisés prennent en compte bien évidemment l'appariement. On peut avoir des problèmes d'hétérogénéité de la végétation au sein d'une même prairie, d'où le fait de comparer des choses qui sont vraiment localement très proches. Et la question c'est justement quelle est cette hétérogénéité ? Est-ce qu'il y en a beaucoup ? Ou est-ce que la prairie est un petit peu partout pareil ? Dans la prairie étudiée, l'hétérogénéité n'était pas si présente. Donc on suppose que ça ne modifierait pas tant que ça les résultats, mais dans la rigueur de l'expérimentation, on préfère qu'il y ait un appariement des données à ce niveau-là. Ok. Bon, alors s'il n'y a pas de questions, d'autres questions, on va pouvoir remercier Corentin. Et puis... Donc donner la parole à Gaël Massé, donc du CPIE Yonne et Nièvre. Donc bonsoir à tous. Oui, alors sachant que j'ai un gros problème d'impréparation et une incohérence entre mon texte et les photos, mais c'est pas grave, on va y arriver. Je ne suis pas écologue et pourtant je vais vous parler d'un emblème de la complexité, un emblème des milieux écologiques complexes. Je ne suis pas agronome et je vais vous parler d'un emblème des systèmes agroforestiers, les trognes. Nous sommes une association 1901 basée sur une ferme d'élevage, donc dans le bocage, voilà. Et nous travaillons depuis 2012 sur le bocage avec l'objectif de faire de l'arbre champêtre et des réseaux de haies des atouts à long terme pour le territoire. Et la priorité, ça a été de faire une analyse collective de la problématique du bocage avec une approche systémique et de réunir les perspectives et la priorité a été de donner du sens au bocage, y compris du sens économique au bocage. Voilà des trognes, hein, ce sont des éléments qui fascinent, qui sont façonnés par l'homme et qu'on appelle beaucoup en Bourgogne les arbres têtards, les acornus, les acornas, les étrognes. On appelle aujourd'hui les trognes, un terme générique qui a été proposé par Dominique Mention, pour parler d'un arbre dont les branches sont récoltées régulièrement, sans couper le tronc, à une même hauteur, pour une diversité d'usages, du bois et des fruits, avec des cycles, et ça c'est une notion très importante, et qui forment ainsi à la tête de l'arbre, vous la voyez peut-être, une cépée portée sur un tronc. C'est un arbre, une plante qui peut être considérée comme exemplaire du compagnonnage, le compagnonnage d'une plante et d'un autre organisme vivant à fort impact sur les écosystèmes, l'homme. Créer ou récolter une trogne, c'est un acte qui engage l'arbre et celui qui le travaille, qui engage,
celui qui taille l'arbre envers les générations qui le suivront et aussi qui le relie à ses ancêtres. Donc c'est un arbre qu'on trouve partout dans le monde. Et en fait, voilà, il fascine, hein, c'est beau. Et voilà, si on ne le taille plus, au bout d'un moment, il dépérit, il meurt. Donc c'est intéressant aussi pour la biologie, l'écosystème et la biodiversité. Et donc voilà, ça c'est un jeune arbre. Donc c'est pas le bon exemple, c'est un noyer, mais c'est l'arbre, le jeune arbre qu'on peut transformer en trogne. Et alors, voilà, c'est aussi un âge où on peut encore transformer un arbre en trogne. Et ce qui est intéressant, c'est que plus on le taille, plus son tronc va grossir. Les cicatrices des tailles vont faire des bourrelets de cicatrisation. Il y a des champignons qui vont s'installer. Ça va créer des cavités. Bref, plus on le taille, plus le tronc grossit et le tronc est maintenu et on récolte seulement la tête. Et donc, plus on le taille, plus ça crée d'habitat biodiversité en son tronc et plus on augmente la production de biomasse, puisque vous avez peut-être déjà vu quand on taille un arbre une fois, il y a plusieurs branches qui repoussent. Voilà. Donc voilà pour le principe. Donc ça va très très vite. Là vous voyez c'est un arbre qui a été coupé en février et puis là c'est le saule. Bon ça va, c'est particulièrement rapide le saule. C'est le saule au mois de juillet. Donc c'est partout dans le monde. Là vous avez un exemple qui me fascine au Maroc où on a sur un même arbre différents cycles de récolte pour produire du fourrage et puis des grandes perches qui sont utilisées pour l'habitat. Et donc c'est dans l'Atlas marocain, donc c'est un milieu particulièrement aride. Et voilà, donc c'est un arbre qui est taillé et qu'on utilise. Donc on l'utilise pour le fourrage des animaux. À Lusignan actuellement, donc à l'INRA, il y a un gros travail de fait sur un trognoscope avec l'intérêt du fourrage. Le frêne qui serait beaucoup plus de matière azotée totale et beaucoup plus de digestivité que le raie-gras par exemple. Donc ça intéresse un peu les agriculteurs quand on leur dit. Voilà, qui est utilisé aussi pour faire de la plaquette. Pour faire de la plaquette, pas seulement pour le chauffage. Excusez-moi, ça. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser pour la litière des animaux et excusez-moi, j'arrive pas à aller en arrière. Voilà, c'est là. Voilà, les litières pour les animaux. Voilà, et cette litière pour les animaux mélangée avec de l'urine et de la paille en alternance, voilà, on la retourne au sol. Et tout à l'heure, on a parlé du BRF. Les trognes sont aussi utilisées pour faire du BRF en taillis courte rotation, mais sur un pied dont on garde la structure. Donc pour toutes ces raisons, c'est un arbre qui, au regard des intérêts des arbres pour les systèmes... Voilà, pour faire face aux défis, aux principaux défis dont on a parlé tout à l'heure. On a parlé donc évidemment biodiversité, on peut parler connectivité écologique au sens global, on peut parler climat, eau. La trogne paraît particulièrement intéressante. Donc nous avons développé depuis 2019 un programme qui s'appelle T'as vu nos trognes, qui associe des actions de sensibilisation, de communication, des chantiers, démonstrations et d'information, qui vise avec les agriculteurs notamment à intégrer l'arbre au sein des systèmes agricoles et intégrer aussi la trogne et considérer la trogne au sein du réseau des arbres sur le territoire. Et en associant de la recherche-action pour produire et actualiser, partager des savoirs sur les fonctions des trognes dans les systèmes socio-écologiques. Donc via cette démarche, on a constitué un noyau dur de veilleurs de trognes, qui sont le reflet de la grande diversité des regards portés sur les arbres, à la fois des paysans, mais aussi des artistes, des naturalistes, des curieux. Et on a sollicité les expertises scientifiques et techniques en constituant un comité pluridisciplinaire pour se pencher sur la question de la recherche sur les trognes.
On a été ensuite en convergence avec un groupe Trogne monté par Maison Botanique, donc Dominique Mention, et Arbre et Paysage 32, et on s'est tous réunis avec l'envie de constituer un groupe national Trogne qui reflète un peu la diversité des perspectives techniques et scientifiques autour des arbres. Malgré le premier constat qu'on a fait, c'est que malgré la fascination, l'intérêt et la multiplicité des structures qui s'intéressent aux arbres, au système agroforestier, il y a des connaissances qui sont très très disparates et très très peu de recherches sur les trognes. Ce qu'on a noté aussi, c'était un enjeu d'abord apprendre à se connaître et de développer des liens, des interconnaissances et de traduire un peu, de parler le même langage, de se partager le vocabulaire. On a vu l'urgence de développer un inventaire et un suivi, mais aussi de l'action et de l'expérimentation. Bref, aussi de développer des connaissances au service de ceux qui font les trognes dans les champs. On a dégagé un gros enjeu de communication, au vu de la diversité des perspectives, des enjeux de méthode, vu la diversité des milieux, des acteurs, des formes, des âges, des trognes, et un gros besoin d'animation et de suivi au niveau individuel des agriculteurs, mais aussi au niveau territorial, national, et le besoin de développer une stratégie pour développer les moyens pour travailler sur ce qu'on aimerait être un observatoire des trognes, puisqu'on est sur des enjeux qui sont sur le temps forestier, le temps long de l'arbre, et il est très très compliqué de dégager des résultats dans les temps courts des recherches actuelles. Donc on a dégagé des grands axes de recherche à partir du terrain, en réunissant sur le terrain des chercheurs, des veilleurs de trognes, paysans, etc., au pied des arbres, à partir de l'observation des arbres. Donc voilà les grandes questions de recherche. Et à cet égard, en fait, les relations homme-trom-milieu se sont révélées un cadre conceptuel fécond pour développer les savoirs. Parce que chaque trogne est le produit et l'espace d'interaction dynamique entre plusieurs êtres vivants dans un contexte socio-écologique particulier sur le temps long de plusieurs générations humaines. Donc la trogne, elle est travaillée par l'homme et elle s'inscrit dans un milieu qu'elle façonne et qu'elle nourrit. Donc on a identifié sur l'enjeu, on m'avait proposé de travailler sur comment au cours des cycles des trognes s'installe et évolue la biodiversité associée et comment on anticipe et on développe des techniques de gestion. Eh bien, là, il y a beaucoup plus de questions que de réponses. Par contre, ce qui a été priorisé, c'est de mettre en évidence, pour satisfaire aux priorités de ceux qui sont dans les champs, les services écosystémiques rendus par les trognes dans les agrosystèmes et dans les paysages, et en priorité ceux qui sont liés à la biodiversité fonctionnelle. Donc hier soir, j'ai appris qu'il y avait donc des cirphes saproxyliques. Je trouve ça super stimulant, puisque la cirphe est un insecte qui est assez connu des agriculteurs qui s'intéressent à la biodiversité. Et du coup, de pouvoir faire le lien aussi, à partir de cette entrée avec l'écologie du paysage et l'écologie de la conservation. Voilà, avec deux applications concrètes, donc la restauration des habitats et de la biodiversité dans les agrosystèmes, et l'agroécologie de la conservation. Donc il a été identifié comme priorité de se tourner vers les paysages d'avenir et d'examiner les trognes et les interactions biologiques autour des trognes, les envisager dans l'ensemble de leur développement depuis leur création et leur vie durant. Parce qu'il y a une urgence à conserver, à cultiver la biodiversité. Ce sont devenus les principaux motifs de réintroduction de l'arbre dans les paysages agricoles. Il y a des enquêtes auprès des agriculteurs. Le principal motif, c'est la biodiversité. Donc, l'urgence de biodiversité... on a la région Bourgogne, par exemple, qui soutient depuis très longtemps la plantation de haies. Aujourd'hui, il y a de nouveaux dispositifs. Il y a des haies plantées et des systèmes agroforestiers plantés à peu près partout. Et aujourd'hui, les haies qui ont été plantées il y a 15-20 ans, elles peuvent encore être taillées en trogne. Et c'est particulièrement intéressant potentiellement, puisque comme il y a très peu d'emprise au sol, installer des trognes dans les systèmes agroforestiers, on accélère
l'arrivée de la biodiversité, je vais vous le montrer après, et on maintient le tronc en coupant régulièrement, on limite la compétition avec les cultures aussi. Donc c'est un moyen d'intégrer les arbres au sein des systèmes agricoles. Autre urgence, dans le bocage, la biodiversité, elle ne se protège pas, hein, soit elle se construit, soit elle se détruit. En tout cas, elle peut se cultiver. Et il y a une urgence à maintenir l'existant, à donner du sens. Et vous connaissez le cas du pic prune. Il y a de grosses problématiques pour réfléchir à comment on gère les arbres pour maintenir les pics prunes. C'est sans doute pas en les protégeant seulement. Donc voilà, le vocabulaire. Essayez de se poser la question, est-ce que ce qui repousse, c'est des réitérations ou pas voilà. L'intérêt de penser à la fois l'île, donc c'est un concept qu'on a imaginé comme pouvant nous aider, et l'archipel. Donc je vais redévelopper un peu. Voilà, chaque trogne peut être considéré comme un micro-écosystème, comme une île, c'est une analogie, hein, où les premières installations de la biodiversité sont très rapides. À partir du moment où on taille, on va faire une lésion, et voilà. Donc là, voilà, vous voyez à quel point le rejet les rejets sont nombreux. Et là, c'est une trogne qui a été taillée seulement une fois. Et vous voyez, il y a déjà un nid. C'est la particularité des trognes, c'est la vasque là. Voilà, dès qu'on taille, on va avoir une lésion. Et cette lésion va favoriser l'installation fongique qui va ensuite permettre à des coléoptères de s'installer. Les coléoptères vont faire saproxyliques, vont continuer à manger le bois. Ça va faire des cavités pour qu'arrivent des batraciens ou alors des plus grosses bêtes comme les chauves-souris et aussi les oiseaux qui vont être des auxiliaires de la culture aussi. Donc ça, c'est l'idée de l'île, d'examiner le développement de la trogne depuis ses premières phases. Et puis, dans un bocage ou dans de l'agroforesterie intraparcellaire, qui sont plus ou moins fragmentés, plus ou moins denses, les réseaux de trognes, et c'est une notion importante, là, les réseaux d'arbres, peuvent former des archipels. Donc on s'est dit qu'on allait réinvestir les connaissances, savoirs liés aux arbres anciens, aux vieux arbres. Et donc, on a créé un jeu pour examiner des exemples d'indices d'habitat ou de complexité écologique dans les arbres. Donc, c'est un exemple de champignon cari. Voilà. Voilà, on a fait des photos comme ça qui sont affichées. Et d'ailleurs, c'était intéressant aujourd'hui parce qu'il y a des spécialistes des champignons qui viennent et qui voient d'autres choses que le spécialiste de l'insecte. Donc là, la question se pose, c'est est-ce que pour accélérer l'installation de la biodiversité, on n'a pas intérêt à maltraiter les arbres? Ça, c'est une trogne qui a été faite un peu tard, mais on a un sacré habitat biodiversité. Par contre, il faut distinguer donc l'arbre ancien et la trogne. Et parmi les grandes différences, donc, le phénomène de renouvellement cyclique du houppier, où en fait on remet à nu et on recrée du houppier, et l'étêtage, la succession des récoltes induisent donc l'apparition de la vasque. Hein, et sur les trognes de puisée, vous avez des vasques qui font 2 mètres de diamètre avec énormément de terreau. Donc question, hein, qu'est-ce qu'il y a dans ce terreau? Il y a des recherches à développer là-dessus. Donc la mise en lumière, on a une ouverture du milieu qui est subite, mais qui est nécessaire et momentanée. Et donc des alternances de biotopes importants au niveau de la tête. Sec, humide, ombre, lumière, alternance de saisons sèches et humides, en plus du cycle des saisons naturelles. Et on a des recouvrements multiples, répétés, de plaies générées par les tailles. Et donc, une des conclusions des échanges qu'on a eus pour l'instant, c'est de faire le pari que les espèces qui s'installent et qui évoluent dans les trognes, elles sont habituées à ces cycles-là.
On n'en sait pas beaucoup, voilà, pas beaucoup plus. Et donc, dans chaque île et dans chaque archipel, ce qui est proposé, c'est d'examiner les effets de colonisation insulaire et, à l'échelle des parcelles, d'évaluer les interactions fonctionnelles d'un point de vue agroécologique. Donc, à chaque stade, on se demandait comment on favorise et on conserve la biodiversité, la complexité écologique. Et au niveau du réseau, comment on anticipe et on organise l'hétérogénéité des cycles de récolte de la parcelle au territoire, mais en tenant compte que la trogne, c'est avant tout un usage des produits, des coûts, des organisations de chantier dans des systèmes agricoles. Donc la priorité, ça a été de commencer des inventaires standardisés et avoir une démarche d'inventaire participatif qui est considérée comme une opportunité de développement de la recherche. Donc des inventaires, pourquoi faire? D'abord de la pédagogie, de la communication, favoriser la rencontre d'une personne avec cet arbre, cet objet-là, capitaliser pour l'avenir aussi, conserver la mémoire de ce qui a été fait, puisque c'est un peu à l'instar des semences, des savoirs qui sont très anciens, qui ne sont pas écrits et qui sont beaucoup liés au geste, quoi. Donc des inventaires basés sur les priorités des observateurs avec 2 niveaux et qui commenceraient par une photo. Et bien sûr la localisation, mais sur une autre question importante, propriétaire connu ou inconnu, car la trogne est un élément productif privé du paysage. Et puis, pourquoi cette trogne? Avoir un espace de texte libre, mais aussi, après, des choix multiples. Et donc, sur notre territoire, en Puisaye-Forterre, ce qui nous intéresse, c'est la trogne en action. Une trogne qui a été récoltée, taillée, ou alors des alignements de plus de 5 trognes, parce que c'est là où ça commence à être intéressant en termes de débit de chantier pour un agriculteur. Et après, d'autres éléments dont je ne vous parle pas. Et un niveau 2 qui soit ancré sur des recherches qui soient ancrées sur l'action à partir d'espaces et de réseaux d'acteurs locaux identifiés à travers les échanges qui ont été mobilisés pour construire l'observatoire, et puis à partir des espaces identifiés avec la logique d'inventaire. Donc entre Loire-et-Lyon, on a le territoire du CPIE, il y aurait les sites des agriculteurs qui participent à un programme Respect, intégré à... Voilà, je pourrais vous en dire plus. Les sites d'intervention des chantiers, démonstrations, des sites éventuellement à identifier lors de l'Atlas communal de biodiversité, les sites du conservatoire, il y aurait peut-être des choses à faire. Voilà, et des enjeux donc d'avoir une typologie. À l'échelle nationale, on a des réseaux de sites et des réseaux d'acteurs qui sont potentiellement mobilisés. Et l'idée de protocole standardisé à partir d'espaces tests, c'est d'examiner à partir d'une typologie fonctionnelle et donc qui doit partir des usages, d'identifier des groupes biologiques, de les suivre, d'écrire les cortèges et ensuite d'écrire les liens entre la biodiversité, les types et les stades de trogne et les usages et des mesures de productivité. Ce serait très important. Donc je n'ai pas le temps de tout vous raconter. Il y a le travail qu'on a fait nous a permis de dégager des gros enjeux de gestion. La gestion de la concurrence, la nécessité de la mise en lumière, les risques liés aux récoltes trop tardives, les techniques pour accélérer la création de cavités. Mais je viens à la plante dont je devais trouver le nom hier soir. Donc les principales questions d'appel à questions à la recherche. Donc il y a néanmoins des thèses qui commencent sur la question. Donc les principales questions, elles sont sur la biologie des arbres. Les mécanismes, les processus biologiques et les phénomènes à l'œuvre lorsqu'on taille. Comprendre l'écobiologie voilà, qu'est-ce qui se dégage, les phénols, je sais pas, presque, voilà, je ne suis pas biologiste. Quelles sont les différences de fonctionnement entre les arbres trognes et les arbres à port libre? Ça suppose d'avoir des parcelles expérimentales libres, trognées, c'est lourd. Qu'est-ce qui se passe dans le sous-sol lorsqu'on taille? Quelles sont les interactions mycorhiziennes avec les trognes au fil du cycle des récoltes? Donc il n'y a pas d'études sur la biologie des trognes. Il y a une thèse en démarrage donc, qui va travailler à examiner les résistances au stress hydrique et les réactions à la taille de jeunes trognes de peupliers noirs, tout jeunes, en le comparant avec Arabidopsis thaliana. Voilà, je devais donner le nom. Voilà. Il y a d'autres questions de recherche, vous pouvez me poser les questions pendant les questions. Voilà. Bien.
Alors, grosse densité d'informations, donc on va aller sur les questions maintenant. Vous êtes mort. Ah, pardon. Est-ce que les arbres de milieu urbain peuvent être considérés comme des trognes? Oui. Oui, et d'autant plus que les arbres à l'époque d'Haussmann, apparemment, étaient faits pour, quand on couchait les arbres, il y avait à l'époque des coches, où il y avait beaucoup de voitures, mais elles étaient à cheval. On faisait tomber les arbres, les chevaux mangeaient les feuilles et puis ils mangent jusqu'aux branches. Hein, et surtout, ils chiaient, déféquaient, excusez-moi, sur les branches qu'on envoyait dans l'ensemble des systèmes maraîchers de la couronne de Paris, par exemple. Donc oui. Okay. D'autres questions? Les trognes vous ont écrasé. Marc? Moi, je me demandais un peu naïvement, je sais que chez moi, les trognes, c'est celles qui restent, c'est parce qu'elles ont survécu, mais elles sont converties en troncs comme elles ont pu. À l'échelle nationale, c'est quoi la proportion de trognes qui sont encore vraiment gérées en trognes? Faible. On a une idée de je n'ai pas de chiffres à vous donner. Je connais notre territoire en Puisaye-Forterre. Et là, justement, et là, c'est infime. Infime, mais par contre, il y a beaucoup d'intérêt porté. Et là, avec un constat aussi avec le changement climatique les 3 dernières années de sécheresse, en fait, les agriculteurs se posent beaucoup de questions sur la possibilité de tailler leur trogne, et notamment parce que c'est beaucoup de charme. Et donc, ça réduit encore le nombre de paysans qui continuent à récolter leur trogne. On est sur des cycles qui sont de à peu près 15 ans, 20, voilà. Mais on connaît au moins 20 agriculteurs qui continuent à tailler, et beaucoup de jeunes, et notamment des maraîchers, des maraîchers qui installent et qui taillent des trognes. Depuis qu'on a commencé à en parler, on a beaucoup d'agriculteurs qui suivent aussi des formations où ils viennent s'interroger pour installer des trognes dans leur système de grande culture. Mais en proportion de trognes actives, celles qui datent d'avant le pétrole, il n'y en a plus beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, l'usage, il est plutôt sur de la fine branche plutôt que sur de la plus grosse. Et donc, il y a un enjeu de chantier, de savoir-faire perdu. Et alors, quelque chose qui m'interpelle beaucoup, c'est qu'en 1976, quand il y a eu la très grande sécheresse, la plupart des éleveurs avaient fait tomber les frênes pour donner à manger. Et on a eu une énorme sécheresse il y a 2 ans. Et nous, on nous a parlé de 2 agriculteurs seulement qui ont fait tomber des frênes pour donner à manger, pour économiser des allers-retours et des ballots de paille. Mais par contre, on a vu beaucoup d'allers-retours. Les agriculteurs vont donner des ballots de paille dans les champs avant de tailler leurs arbres. Donc voilà. Oui, encore une question là. Oui. Mais le micro, s'il vous plaît, qui c'est qui peut porter un micro? Oui. Une question de la visio. Le fait d'empêcher la photosynthèse des arbres en coupant les branches n'empêche-t-il pas le bon fonctionnement interne de l'arbre? Ça fait partie des questions qui sont liées à la fameuse chapitre pas de recherche sur la biologie des trognes. Donc, et pas de suivi non plus. Hein. Les suivis qui existent ont commencé il y a moins de 10 ans. Oui. Est-ce qu'une trogne qui n'est pas gérée est condamnée, ou est-ce qu'il va évoluer sur un arbre normal? Alors, en fait, à la tête, tu peux considérer que c'est un nouvel arbre qui pousse. Et les techniciens de l'arbre avec qui on travaille, ils considèrent qu'à partir du moment où on a l'apparition des charpentières au-dessus de la trogne, en fait, les zones de réserve qui étaient concentrées à la tête de la trogne, elles commencent à se déplacer plus haut et avoir des zones de réserve plus haut. Et donc là, il y aurait une perte du statut de trogne pour retour arbre à port libre. Donc, elles restent
physiologiquement, elle devient de moins, elle perd au fur et à mesure son statut de trogne. Mais après, ça dépend des essences. Il y en a certaines où, selon les conditions aussi météorologiques, pédoclimatiques, tu peux avoir des arbres trognes avec des charpentières, tu les tailles et ça repart. Mais j'ai montré pas mal de photos là-bas. On a notamment un exemple d'un frêne qui a sans doute été taillé beaucoup trop tard. Et on voit qu'il y a des rejets, mais les rejets sont ridicules par rapport à ce qu'un frêne pourrait produire. Et c'est la fin du frêne. Hein. Voilà, il a rejeté pour la forme. Ok. Moi, j'aurais peut-être une dernière question. Bon, on est tous convaincus que la trogne est un bon moyen d'introduire un peu plus d'hétérogénéité et d'accueillir un certain nombre d'espèces qui n'existeraient pas si la trogne n'est pas là, mais ça demande du travail, je veux dire, à un moment donné. Donc, est-ce qu'il y a une réflexion qui est faite soit avec des agronomes, soit avec des économistes, plutôt des agronomes d'ailleurs, qui permettent de justifier en quelque sorte ce travail-là et le montrer rentable pour un agriculteur dans un itinéraire technique donné, par exemple? Parce que quelque part, c'est ce qui fait que ça pourra se faire à pas. Ça ne peut pas être qu'une fantaisie naturaliste, ça. Ouais. Alors, comment on retourne en arrière? Deux choses, c'est... Par exemple, on travaille avec les agriculteurs sur les journées techniques. On utilise des données technico-économiques qui sont liées à la production du bois, des bocages. Mais ce qui interpelle et ce qui convainc les agriculteurs, ce n'est pas du financier, c'est de l'économie qui est reliée à la qualité de vie au travail. Notamment, vous avez vu les plaquettes en litière, là. Le nombre d'éleveurs qui utilisent maintenant, c'est exponentiel en fait. L'essayer, c'est l'adopter, c'est ce qu'ils disent tous. Et donc, les principaux arguments, c'est le gain de temps, qui est assez peu quantifiable parce que les agriculteurs ont le malheur de jamais compter leur temps. C'est la qualité sanitaire, moindre maladie, moins de mammites. C'est la possibilité de partir en week-end parce qu'il n'y a pas besoin de rentrer à 6 h le dimanche pour pailler. Après, sur tout ce qui est dans les systèmes agroforestiers, avec les nouvelles trognes, là, avec du BRF qu'on pourrait réintroduire directement, on n'a pas de données, pas suffisamment. Et après, sur ces questions-là, vous voyez là donc là, on a taillé 12 trognes d'un coup. La pelle, ça coûte 1 000 € pour faire venir cette pelle qui n'abîme pas du tout les prairies. Hein, ça, c'est très, très important. Et avec une reprise après, avec une seule personne qui a fait toutes les reprises dans l'après-midi. Donc, ça devient rentable à partir, et c'est peut-être là aussi une solution, c'est à partir du moment où on pense collectif. On pense collectivité. Tout à l'heure, on a dit quel prix quelle valeur donne-t-on à? Et aujourd'hui, l'intérêt et les usages, les intérêts prioritaires des trognes, c'est peut-être pas la production seulement de bois ou de biomasse, c'est peut-être aussi la production accélérée d'habitat biodiversité. Et donc, voilà, on peut trouver de l'argent peut-être au niveau collectif, pas la commune, mais aussi le département, peut-être aussi des organisations citoyennes, parce que ça n'a pas été discuté, mais aussi la formation des trognes, c'est beaucoup de temps. Parce que planter des haies, c'est facile, mais l'important, c'est de pouvoir les entretenir et d'assumer le coût d'entretien de ces haies. À ce jour, c'est une vraie problématique. C'est ma question, en fait. Voilà, c'est une vraie problématique. Il n'y a pas de financement de l'entretien. Donc, c'est un investissement. Et peut-être que là, c'est l'importance de faire du lien aussi au niveau des territoires, des liens d'interconnaissance, où des volontaires peuvent venir tailler une haie pour la former, pour qu'ensuite elle soit plus facile à récolter et qu'elle produise mieux et qu'elle soit bien traitée. Là, par exemple, vous voyez, on a taillé 250 mètres de haies. C'était 12 agriculteurs qui étaient contents de se voir, contents de se rencontrer, contents d'apprendre à tailler des trognes, et qui sont demandeurs d'organiser des chantiers. Donc là, on est sur des chantiers professionnels. Ils viennent avec leur sécu. Ils ont leurs chaussures de sécu, ils ont leur assurance spécifique, etc. Mais on peut envisager d'autres systèmes et travailler collectif. Ok, bon, merci.
Alors une dernière question, oui. Oui, c'était une question où c'était pour répondre. Donc effectivement, il y a beaucoup d'agriculteurs qui demandent en formation les arbres et merci aussi de contribuer. Voilà, il faut avancer. Il y a un manque de matériel, notamment aussi tout ce qui est broyeur pour créer pour faire du copeau et faire du BRF. Il y a souvent un manque criant de collectif aussi sur ces outils-là. Moi, ce que je voulais donner aussi un point, c'est au niveau histoire. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que avant les beaux ruraux, notamment dans le Brionnais, donc au sud du Charolais, il faut savoir que ça durait 9 ans. Et c'était pas 9 ans, c'était pas un hasard. C'est en fait la durée qui était estimée pour couper les trognes. Et en fait, on ne les coupait pas en une seule fois. Au bout de 9 ans, on avait fait le tour de l'entretien de l'ensemble des trognes sur 9 ans. Donc en fait, sur une parcelle qui n'était pas forcément très grande, on était autour de 1 hectare ou 3 hectares maximum, on coupait les trognes et donc 1/9 tous les ans. Donc en fait, c'est un entretien qui est dilué dans le temps et on ne fait pas une grande coupe rase comme aujourd'hui, ce qui est peut-être aussi mieux pour les espèces et la biodiversité. Pas sûr, mise en lumière, hein, important.